Jean-Marin Serre, j'aimerais qu'on échange tous les deux sur un thème, la croissance est-elle repartie? Pendant des mois, j'ai entendu parler d'un concept macroéconomique qui était la stagnation séculaire. Autrement dit, la croissance des pays développés allait devenir excessivement faible parce que les gains de productivité étaient limités et que la population vieillissait. Et puis, je ne sais pas ce qui s'est passé, Donald Trump a été élu et soudain, j'ai entendu dire oh ben finalement la croissance séculaire, la stagnation séculaire, on oublie, la croissance est repartie ou va repartir. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, l'élection de Donald Trump, bien qu'il ait dans les 70 ans, ne change pas le problème du vieillissement, c'est sûr. Donc la question, c'est en fait de savoir si, à court terme, il peut y avoir une accélération, je dirais, un peu conjoncturelle de la croissance sous l'effet d'une politique budgétaire, notamment américaine, un peu différente. Bon. Alors, ça ne change pas, par contre, le problème du vieillissement. D'accord, donc vous avez bien utilisé le mot conjoncturel, pas structurel. Et oui, parce que si M. Trump fait ce qu'on appelle en général une relance keynésienne, par le budget, ça n'a d'effet que pendant 2 ou 3 ans, ça on le sait. C'est un effet, c'est pas neutre, mais cette accélération de la croissance n'est pas permanente, elle n'est pas définitive. Seules des mesures structurelles peuvent changer de façon définitive le taux de croissance à long terme. Donc ça veut dire qu'on ne peut pas envisager de retrouver des activités économiques de l'ordre de 3 à 4% pour nos économies occidentales dans les prochaines années. Pas d'un point de vue structurel en tout cas. Alors c'est plus compliqué que ça, parce que c'est vrai que ce qu'on constate depuis plusieurs années, c'est une baisse du taux de croissance potentiel, comme on dit, donc lié très étroitement au problème de la productivité, comme vous l'avez dit. On connaît un peu les causes quand même. La cause essentielle, c'est un sous-investissement. Donc, si les politiques de l'ensemble des grands pays sont orientées davantage vers l'investissement productif, après tout, le problème n'est pas insoluble. Alors après, c'est vrai qu'il y aura des problèmes spécifiques liés au vieillissement. D'accord, mais pour produire, il faut qu'il y ait des clients. Bien sûr. On a vu que, en fait, l'un des soucis que l'on avait eu aux États-Unis avec la crise des subprimes qui s'était déclenchée en 2007, c'était qu'on finançait la consommation par crédit. Ça, tout à fait. Vous avez parfaitement raison. Ce n'est pas ce qu'il faut faire. C'est vrai que financer la croissance à crédit, ça ne dure jamais très longtemps. On l'a vu aux États-Unis avec des consommateurs trop endettés et qui ont fait faillite pour certains d'entre eux. Non, mais tout de même, si vous créez des gains de productivité supplémentaires grâce à l'investissement, à l'innovation, etc., à la numérisation, à tout ce dont on parle actuellement, ces gains sont à l'origine de revenus supplémentaires. Ces revenus sont dépensés, et ainsi de suite. Donc vous créez en fait une logique de croissance. Le problème, pour moi, essentiel, c'est le sous-investissement productif. Attention, l'investissement productif, c'est pas placer des sous sur un marché. Je suis désolé de vous dire ça. C'est d'acheter des machines pour produire des choses. Voilà, c'est du capital physique, du capital productif et de préférence innovant. Ok, ça c'est le point macroéconomique. Il y a un sujet qui intéresse particulièrement les gens qui sont dans la salle et en particulier les épargnants, c'est la thématique de l'inflation. Je voyais l'autre jour un bandeau sur BFM Business en disant « Inflation zone euro à 2%, objectif de la BCE ». Est-ce que l'inflation est de retour ? Oui et non. Disons que la déflation s'éloigne. Voilà, la menace de déflation s'éloigne. Si on... 2%, c'est le chiffre ponctuel qu'on a enregistré sur l'inflation telle qu'on la mesure traditionnellement, sans la corriger de la hausse des prix de l'énergie, par exemple, ou de l'alimentaire, enfin, etc. Donc, si on regarde l'inflation structurelle, fondamentale, elle est beaucoup plus faible. Elle n'est pas encore à 2%, ce qui veut dire qu'il y a encore une marge. Et la Banque centrale ne confond pas les deux. La seule chose qui pourrait amener la Banque centrale à réagir serait un dérapage des salaires. Ce que Jean-Claude Trichet appelait l'effet de second tour ? Ce qu'il appelait l'effet de second tour, oui, qui risquait de succéder à l'époque à la hausse des prix du pétrole. C'est vrai qu'à l'époque où il a dit ça, la hausse des prix, parce que moi je ne parle pas d'inflation, je parle de hausse des prix dans un cas comme ça, la hausse des prix sur un an dans la zone euro, 2007-2008, c'était 4%. 4%. Mais la BCE, et pourtant c'était la BCE de l'époque, autrement dit Bundesbank, n'a pas réagi
tant que les salaires en Allemagne n'ont pas commencé à accélérer. C'est la dérive des salaires qui a amené la hausse des taux. Naturellement, si on parle d'inflation, on en vient très rapidement sur le niveau des taux d'intérêt. Quelles sont aujourd'hui vos anticipations? Est-ce que la Banque Centrale Européenne va bouger ses taux d'intérêt cette année? Et comment pourraient bouger les taux d'intérêt à long terme, qui, eux, sont censés être des taux de marché et non pas des taux dirigés? Tout à fait. Bon, pour la Banque centrale, ça fait quelque temps que je n'ai pas rencontré M. Draghi, donc je ne sais pas exactement quels sont ses projets. Ce qu'il a dit et répété jusqu'à présent, c'est qu'il n'y aurait pas d'innovation en matière de taux au cours de l'année. Donc, au mieux ou au plus tôt, ce sera en fin d'année qu'il pourrait y avoir des aménagements si la situation économique de la zone le justifie, c'est-à-dire si nous avons de fait dépassé les 2% d'inflation, et si la croissance économique est repartie. Sachant que la BCE actuelle, sous M. Draghi, accorde beaucoup d'attention à la situation des pays du Sud. Donc ça va être la situation de l'Italie en particulier, mais aussi de l'Espagne, du Portugal, etc., qui va d'une certaine façon orienter ces décisions. S'il pense que ces pays ne sont pas prêts à supporter une hausse des taux, il ne le fera pas. Pour les taux longs, vous avez raison, ce sont des taux de marché. Les marchés réagissent indépendamment ou presque de la Banque centrale. Alors ce sont des taux de marché, sachant que la Banque centrale est aujourd'hui un intervenant majeur sur ces marchés. Elle les biaise. Elle biaise les taux. Et on peut estimer qu'un taux long normal aujourd'hui, dans la zone euro, serait au voisinage du taux de croissance, c'est-à-dire environ un 7, un 8%. Pour la France, par exemple, un taux pas loin de 2% sur un taux normal d'un point de vue économique, purement économique. On est aujourd'hui aux alentours de 1%. 1%, oui, à peu près 1% à 10 ans. Parfait. Vous venez de nous donner le cadre. Jean-Marin Serre, je vous remercie beaucoup. Merci à vous. De cette introduction et d'avoir été des nôtres. On vous applaudit.